Je vous présente nos quatre intervenants. Carole Grandjean, directrice générale des ressources humaines et de la communication interne du groupe ETAM. Madame, vous êtes ancienne ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle donc dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Stéphane Carcillo, qui est également avec nous. Stéphane Carcillo, économiste, chef de la division emploi et revenus à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous avez exercé au Fonds monétaire international et dirigé la chaire de sécurisation des parcours professionnels à Sciences Po et Gênes. Pierre Dubuc, cofondateur, président d'Open Classrooms, vous allez nous expliquer, c'est un organisme de formation diplômante en ligne, la pédagogie par la pratique, une école 100% en ligne en fait. Et puis Jean-Pierre Fine, secrétaire général de l'UIMM, que l'on ne présente plus, donc l'Union des industries métallurgiques et minières. Alors même configuration que pour la première table ronde, 4-5 minutes de propos liminaires pour que nous puissions échanger au maximum ensuite et de nouveau avec quelques questions de la salle. Le thème de cette table ronde, du diplôme aux compétences perpétuellement renouvelées, l'entreprise au service de la mobilité sociale. On va beaucoup parler notamment de l'alternance et puis de la formation tout au long de la vie. Alors Stéphane Carcillo, on commence avec vous. Je dirais que la vie est effectivement un long apprentissage qui nous mène de l'école au monde du travail. Est-ce que le système fonctionne bien en France au vu des différentes évaluations? Madame Cantos-Perber parlait tout à l'heure de PISA. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, des différentes évaluations qui sont à notre disposition aujourd'hui? Écoutez, merci d'abord pour votre invitation. J'ai été assez ébloui par la table ronde précédente et j'ai retrouvé énormément de savoir que nous-mêmes nous utilisons à l'OCDE et que d'ailleurs vous pouvez également utiliser. Je crois que vraiment ce qui caractérise la France, c'est un système qui est extrêmement performant pour former des élites. C'est un système bien identifié de ce point de vue. On va essayer de pousser au maximum les étudiants avec finalement des objectifs d'apprentissage qui sont très ambitieux. Malheureusement, on laisse sur le chemin beaucoup trop d'élèves par rapport à ce qu'on observe dans notre pays. C'est pour ça qu'on a des résultats PISA qui sont décevants. C'est parce qu'en fait, la moyenne est plombée par 20% d'élèves qui n'arrivent pas à s'en sortir dans le système actuel, qui exige, tous les parents ici le savent très très bien, hein, un suivi permanent des enfants. Sinon, à un moment donné, ils lâchent l'affaire, hein, ils se perdent et ils n'arrivent plus à suivre. Donc ça, c'est un système, quand on le compare par exemple avec ce qu'on observe en Finlande, où les parents ne savent même pas quels sont les devoirs de leurs enfants. Ils ne s'occupent absolument pas de ce genre de choses. La Finlande est le champion, enfin c'est tout petit peu baissé dans les derniers résultats PISA, mais c'est le champion des résultats PISA en mathématiques, en lecture, en connaissances scientifiques, c'est tout à fait frappant. Alors un des gros sujets, c'est qu'effectivement, en plus la France avait la caractéristique par rapport à d'autres pays européens de ne pas avoir finalement de deuxième voie bien développée. Et ça, c'était le gros enjeu. Je ne sais pas si on a beaucoup progressé du côté de l'école, parce que malheureusement, voilà, le système est tel qu'on ne veut pas rentrer dans la logique de l'autonomisation des établissements, qui est pourtant une des solutions essentielles pour s'en sortir. Vous avez mentionné les charter schools, les académies, les free schools, etc. On a plein de modèles en tête. Donc on n'a pas beaucoup progressé de ce point de vue et on n'avait pas développé les secondes voies, qui sont celles développées en Allemagne, en Autriche, au Danemark et dans les pays nordiques, qui sont les voies de l'apprentissage. Et ces voies d'apprentissage, elles sont absolument essentielles. On ne les a pas développées parce que pendant longtemps, on a laissé l'orientation à l'éducation nationale qui méprisait aussi ces secondes voies. Et on sait aujourd'hui que ces voies sont absolument centrales dans la réussite des élèves qui n'ont pas vocation ou qui n'ont pas réussi à rester longtemps dans le système d'éducation. Et donc, une des je dirais, des grandes réussites ces dernières années, c'est d'avoir commencé la réforme de ces voies d'apprentissage. C'est extrêmement technique, ça passe par des réformes des tuyaux financiers, vous savez ça mieux que moi, vous allez en parler, mais c'était vraiment une des réussites, je pense. On est encore alors, du point de vue de l'apprentissage, c'est un grand succès. Du point de vue du lycée professionnel, on n'y est pas encore. On commence la réforme, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout parce que, en fait,
la majorité des élèves qui choisissent une voie plus professionnelle sont dans les lycées professionnels plus que dans l'apprentissage, et donc il faut vraiment continuer cette réforme, rapprocher un peu l'apprentissage les lycées professionnels de l'apprentissage. Mais je ne doute pas qu'on va y arriver. On fait ça pourquoi? Parce qu'en fait, les évaluations montrent que les élèves qui passent par ces voies, par ces secondes voies, dès lors qu'elles sont efficaces, ont des chances beaucoup plus importantes de rebondir et d'être insérés rapidement dans l'emploi. Et l'apprentissage, de ce point de vue, est beaucoup plus puissant. Donc, quand on associe l'entreprise de manière très proche, il est beaucoup plus puissant que le lycée professionnel aujourd'hui. Donc ça, c'est un point très important. Deuxième point très très important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui ne rentrent pas dans l'apprentissage parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la motivation pour rentrer dans l'apprentissage. Il leur manque certains savoirs fondamentaux, cognitifs et non cognitifs, aussi du savoir-être. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là? Et là, on est encore assez en retard en France. On a réussi à identifier ces jeunes. Avec des plateformes anti-décrochage, on a réussi à réduire un petit peu, mais malheureusement, on voit aujourd'hui qu'il faut mettre ces jeunes dans ce qu'on appelle des classes de pré-apprentissage ou dans des enseignements de pré-apprentissage. Et on a des exemples à l'étranger qui associent finalement, qui créent des espaces très spécifiques pour ces jeunes pour les remotiver et les remettre à niveau. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les Job Corps. C'est ce qu'on appelle aussi Year Up, qui est un programme incroyable qui associe les entreprises directement à la formation des jeunes qui n'ont pas décroché le bac. Et on voit qu'en fait, il existe des solutions qui ont été évaluées, qui fonctionnent assez bien, et elles passent en fait toutes par des moyens supplémentaires, des éléments de motivation très importants, et c'est pour ça que je fais le lien avec ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que pour apprendre, il faut être motivé, il faut avoir le désir d'apprendre. Et en fait, une grosse partie du temps que passent ces programmes, j'y suis allé aux États-Unis, je les ai visités, c'est de motiver ces jeunes et de les tenir dans le programme. Et je crois que pour ça, les entreprises peuvent avoir un rôle tout à fait clé. Alors, on va le voir justement en termes d'illustration, mais auparavant, Pierre Dubuc, dans la droite ligne de ce que vient de dire Stéphane Carcillo, alors question, quelle est la clé finalement de la formation adaptée à toutes et à tous? Est-ce que l'alternance aujourd'hui, c'est le Graal, quelque part? Clairement, moi je suis très promoteur de l'alternance, l'apprentissage, tout au long de la vie par ailleurs, parce qu'on a historiquement parlé beaucoup d'apprentissage sur des métiers manuels, puis on a commencé à le faire en formation initiale sur des métiers et des diplômes plus académiques ou à niveau de qualification plus élevé. Mais on peut parler aussi d'alternance tout au long de la vie. De plus en plus, maintenant, on voit des personnes qui ont 30, 40, 50 ans qui se reconvertissent par la voie de l'alternance. Et ce que je note, c'est que les taux de réussite, les taux d'insertion professionnelle sont plus élevés en alternance que dans des formations classiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact motivationnel, vous le disiez, et en particulier pour des publics qui sont un petit peu plus éloignés de l'emploi ou qui socialement n'ont pas forcément eu le soutien à la maison ou autre, ou les ressources financières pour le faire. Il faut quand même rappeler, la base, c'est que l'alternance, les frais de l'école sont payés et qu'on a un petit salaire. Et ça, c'est un élément motivationnel très important. Maintenant, j'ai commencé en France à développer Open Classroom il y a une dizaine d'années. C'est une entreprise à mission. Puis depuis quelques années, je suis basé à New York. Et j'ai développé le modèle de l'alternance en ligne d'Open Classroom, ce qui aboutit à des diplômes aux États-Unis. Et vous citiez quelques modèles américains. On voit que l'impact de dire à une personne qui a 19 ans, qui n'a pas accès à l'éducation d'enseignement supérieur américain, qui est très cher et donc très peu accessible concrètement pour ces publics, de dire tu vas apprendre, tu vas pouvoir avoir un diplôme, un college degree gratuit et en même temps gagner quelques dizaines de milliers de dollars par an en faisant ça, c'est too good to be true, trop beau pour être vrai. Donc l'aspect motivationnel par l'insertion professionnelle, il est très important. Le dernier point, c'est d'apprendre les compétences, les bonnes compétences, je dirais que celles qui sont utiles à l'insertion professionnelle. Et je vais m'arrêter là, mais en citant quand même un élément clé, et qui est la difficulté du modèle,
c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin, on parle souvent de compétences, de talents, mais on a un frein énorme, c'est que les entreprises ont du mal à les décrire, ces compétences. Et d'ailleurs, ne fonctionnent pas vraiment en compétences. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui la très grosse majorité des offres d'emploi du marché, vous allez voir que ce n'est pas décrit en compétences. C'est écrit en tâches, en activités, et on cherche un profil qui a soit déjà fait ça dans une autre entreprise, 3 ans d'expérience comme comptable, ça c'est pas une compétence, ou bien j'ai un diplôme XYZ de telle école. Ça c'est pas des compétences non plus. Donc on a besoin de recabler le schéma de pensée et de gestion du personnel, du talent, en fonction de réelles compétences. Et derrière, on va pouvoir faire suivre le système éducatif, d'enseignement supérieur et d'alternance en fonction des compétences en temps réel. Et là, ça commence à se corser, puisque aujourd'hui, le délai est de plusieurs années entre l'analyse des besoins d'un secteur, d'une entreprise, la description en cursus pédagogique et puis la formation. On a des années et maintenant ça va beaucoup plus vite que ça. Alors justement, on va voir concrètement comment ça se passe dans les entreprises. On a le représentant de l'UIMM, Carole Grandjean. La pratique concrète donc, dans l'entreprise, vous, c'est le groupe ETAM dont vous dirigez les ressources humaines et la communication interne. Et puis, je le disais, vous avez été ministre en charge de l'enseignement de la formation professionnelle avec un point d'honneur mis sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience. On peut peut-être rappeler très rapidement ce dont il s'agit. Et ça, la VAE, vous voulez vraiment vous insister sur ce point, très important dans l'entreprise. Oui, mais je crois qu'au fond, on est nombreux à être convaincus que reconnaître les compétences qui ont été acquises dans un parcours professionnel et pouvoir le reconnaître, parce qu'en France, on est dans une culture du diplôme qui est encore très forte, par un niveau de qualification reconnu par un diplôme, c'est important pour permettre des transitions ou des évolutions professionnelles. Au fond, je crois que ce qu'on se dit là, c'est que l'enjeu, il est d'aller d'un bout à l'autre, évidemment d'aller travailler sur le parcours de formation initial, et évidemment l'alternance par l'apprentissage chez les jeunes est un vrai levier finalement de réussite et d'insertion, et on l'a vu, il s'est développé dans tous les secteurs d'activité, à tous âges, pour tous les territoires, principalement dans les PME, donc il faut quand même le marteler. Aujourd'hui, l'apprentissage vient accompagner des jeunes qui sont la plupart formés en centre de formation et dans des TPE-PME. Et puis, évidemment, les lycées professionnels prennent une part importante de notre finalement organisation éducative qui doit pouvoir permettre de professionnaliser des jeunes et de les préparer à l'insertion professionnelle. C'est aujourd'hui trop peu le cas, c'est-à-dire que c'est insuffisant de constater que seul, en gros, un tiers des jeunes réussit réellement directement à s'insérer dans l'emploi. Donc c'était un enjeu majeur dont on s'est saisi avec une transformation de la carte des formations, avec des bureaux des entreprises pour lier mieux l'entreprise à ses écoles et pour lutter contre le décrochage scolaire et travailler sur les plateaux techniques avec ce lien entre enseignants et entreprises, et notamment sur la formation continue des enseignants métiers, si je puis dire, et puis de faire mieux rentrer aussi les entreprises dans ces établissements. Et puis plus loin, évidemment, que cette mobilité sociale, elle doit s'accompagner tout au long de la carrière par la reconnaissance des compétences qui ont été acquises. La VAE est un instrument qui a 20 ans, qui s'essouffle. On voit qu'on a de moins en moins de VAE effectuées, qu'elles sont fastidieuses à réaliser. Elles sont fastidieuses parce que finalement aussi, et je me permets de le dire, aujourd'hui j'ai la parole plus libre, la machine se grippe. Elle se grippe parce qu'on a trop envie de s'assurer de la pleine exhaustivité de chaque enseignement qu'on peut dispenser en formation initiale dans le cadre des jurys VAE. Or, il y a un parcours professionnel, il y a une réussite qui doit être évidemment évaluée par un jury souverain, mais cet instrument, la VAE, permet vraiment d'aller être l'interface de transition professionnelle ou d'évolution, et c'est extrêmement important. Puis je dirais que, pour conclure, on a un vrai enjeu à la formation en situation de travail, cette formation qui vient aussi mieux correspondre aux enjeux de reconversion professionnelle et d'accompagnement des carrières, et notamment des carrières longues, de se dire que je vais retourner sur les bancs de l'école pendant parfois 2-3 ans. C'est pas évident quand on a charge d'enfants et au fond prêt à rembourser et puis pas tellement envie de retourner sur les bancs de l'école.
Or, on sait que par le transfert de compétences qu'on peut organiser au sein d'établissements d'entreprise, on peut très bien organiser l'acquisition de compétences qui peuvent être complétées par des modules de formation le cas échéant. Et c'est tout le sens de la VAE inversée que j'ai proposé d'expérimenter, qui est de dire au fond, accompagnons des personnes qui changent de périmètre d'activité, qui viennent donc apprendre un métier sur lesquels, à l'issue d'un parcours qui peut durer entre 4 mois et 3 ans, hein, donc on se donne le temps, si on le souhaite, d'acquérir des compétences et de les faire reconnaître devant un jury comme étant des compétences qui permettent de valider un diplôme qui, encore une fois, en France, est souvent l'ouverture d'opportunités et dans certains métiers tout simplement nécessaires. Je pense par exemple au métier du soin où vous avez besoin de ce diplôme pour exercer et de ne pas être en faisant fonction. Ce sont des exemples très, très précis, des cas d'action très, très concrets. Merci Madame. Alors Jean-Pierre Fine, je dirais, c'est d'ailleurs le thème de la table ronde, on n'en a pas encore parlé, la mobilité sociale dans tout ça. La mobilité sociale, comment l'entreprise est-elle contributrice et en quoi elle peut, enfin, est-elle bénéficiaire, je dirais, de cette mobilité sociale? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Elle est à la fois bénéficiaire et contributrice. Bien sûr qu'elle est bénéficiaire, elle a même quelquefois des attentes sur le système éducatif. Je pense d'ailleurs que les entreprises et les représentants que nous sommes et que je suis, ne sont pas assez revendicatifs d'ailleurs sur ce point, si j'osais aller jusque-là. Vous avez rappelé un certain nombre de points tout à l'heure. Alors, on n'est pas des spécialistes, bien entendu. On essaie de comprendre, bien sûr, mais on est légitime, je pense, à réclamer finalement un certain nombre de choses, et on est légitime à attendre, en tous les cas, un certain nombre de... Je ne sais pas si c'est de résultats, mais enfin, en tous les cas, un certain nombre d'éléments venant de l'école. D'abord, et ça a été dit... Nous, on fait l'analyse qu'il vaudrait sans doute le coup de plus investir, je ne sais pas comment, sur les petites classes, très nettement dans ce pays. Je crois que ça a été suffisamment analysé, relié. Je ne suis pas sûr que ça soit complètement fait encore aujourd'hui, mais je pense que c'est une vraie nécessité. Et nous, en tous les cas, on le réclame, évidemment, pour avoir les savoirs de base, c'est ce qu'attend l'entreprise. Je pense que l'entreprise peut apporter beaucoup de choses, j'y reviendrai. On parle d'entreprise apprenante, mais elle est en droit d'attendre aussi, effectivement, un minimum sur ses savoirs de base. L'entreprise est légitime aussi à réclamer et à accompagner des réformes, telles que celle qu'on évoquait sur le lycée professionnel, qui est effectivement fondamentale. Alors, derrière se pose tout un tas de questions pour les entreprises, notamment de la capacité d'accueil, on le sait tous, parce qu'il y a des lycées professionnels, il y a beaucoup d'autres jeunes qu'il faut aussi accueillir pour leur permettre de découvrir ce monde, et nous le savons tous. Mais il faut souligner que jamais les entreprises se sont autant investies dans ce processus éducatif. Jamais. On peut prendre l'illustration de l'apprentissage et de son développement fulgurant sur ces dernières années, qui est, je pense, une brillante réussite pour ce pays et surtout pour les jeunes d'ailleurs, mais pour les entreprises aussi, à la fois bénéficiaires et en attente d'eux, mais elles ont donné leur écho à cela, passer de 300 000 à peu près 1 million de jeunes en apprentissage. Ce n'est pas rien en termes d'investissement des entreprises. Je ne parle pas d'investissement financier, sûrement aussi, mais de capacité à accompagner des jeunes. L'entreprise apprenante, c'est aussi concret que cela. Donc je pense qu'on est légitime à réclamer un certain nombre de choses sur l'orientation. On a parlé aussi des filles, des jeunes filles ou des femmes en termes d'orientation vers un certain nombre de matières ou de filières plus scientifiques notamment. Évidemment, pour nous, industriels, c'est fondamental. C'est d'ailleurs un élément de mobilité sociale en tant que tel. C'est un élément de cet ingrédient social. Mais je pense que ce que l'entreprise apporte le plus, enfin, pas caricaturer, mais on est sur une vingtaine d'années, à peu près sur les bancs de l'école, peut-être un peu moins pour certains, un peu plus pour d'autres. On va passer, pas de polémique sur la retraite, mais enfin 40 à 45 ans, on l'espère pour certains, en tous les cas, sur les bancs, si je puis dire, de l'entreprise. Et il est évident que si
on ne fait pas de l'entreprise quelque chose d'apprenant, alors la formation tout au long de la vie, c'est un joli slogan, mais il faut le concrétiser. Et je pense qu'on a de nombreuses occasions de le concrétiser. Vous les connaissez tous. En quelque sorte, on parle souvent de l'école de la première chance. Je ne sais pas si l'entreprise est l'école de la première chance, mais je pense qu'elle est de plus en plus aussi l'école de la première chance et pas de la deuxième pour bon nombre de jeunes. C'est évidemment aussi un lieu d'épanouissement et de développement. Alors, il y a des outils pour aider et accompagner, à reconnaître tous ces éléments qu'il faut sans doute encore développer. C'est pas facile. Nous, ce qu'on mesure, c'est que beaucoup de salariés, même si ça progresse, ils ne vont pas naturellement se former. Parce qu'ils ont plutôt un rejet de l'école, enfin, en tous les cas sur certaines générations, les choses s'améliorent de toute évidence, mais ce n'est pas évident pour quelqu'un de 40 ans de retourner, apprendre. Voilà, c'est quelquefois pour des petites entreprises pas facile de les remplacer en plus, ça c'est des problèmes très pragmatiques, mais il y a une vraie réticence. Alors quand on couple les deux réticences, celle de l'individu et celle, quelquefois, de l'entreprise, évidemment, ça rend la chose complexe. Donc là, il y a je prends cet exemple des petites entreprises, mais voilà, c'est sans doute plus facile dans les grandes, puisqu'il y a un volume de personnes plus important, et sans doute plus facile d'organiser cette entreprise apprenante, et en tous les cas, de faire progresser les capacités d'investissement qui sont évidemment très utiles pour nous tous. Alors, justement, la question de la carotte, quelque part, pas le bâton. Hein. Comment, Stéphane Carcillo, comment rendre cette fameuse formation tout au long de la vie, sur laquelle vous insistez tous, plus attractive et peut-être plus payante? Alors, oui, vous savez, on a développé à l'OCDE l'équivalent de PISA pour les adultes, ça s'appelle PIAC. Et donc on mesure dans PIAC les compétences des adultes dans la résolution de problèmes, pareil, un certain nombre de connaissances, et aussi on leur pose des questions sur leur formation en tant qu'adulte au cours d'une année donnée. Et quand j'ai vu les résultats pour la France, mais j'étais ahuri. En France, le taux de formation au cours d'une année donnée d'un adulte est 2 fois plus faible qu'aux États-Unis. Alors, c'est aussi 2 fois plus faible qu'en Norvège. Alors ça, je voulais bien le croire. Mais qu'aux États-Unis. Ça veut dire qu'en gros, la culture de formation n'est pas suffisamment présente chez nous au sein des entreprises. Et je crois que le gros enjeu alors, ce n'est pas un problème de moyens, parce que quand on regarde les moyens dévolus à la formation, on dépense quand même énormément d'argent. Un budget qui approche, je parle sous le contrôle de Madame l'ancienne ministre, mais de 30 à 35 milliards d'euros, si je comprends les dépenses publiques et les dépenses privées. C'est vraiment c'est une dépense très très importante, presque aussi importante que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc il y a un problème pas tellement un problème de moyens, mais un problème de méthode. Et il n'y a pas, apparemment, on ne met pas l'argent là où il le faut, et il n'y a pas de culture de l'apprentissage. Je crois que c'est ça le gros enjeu pour les années, c'est de développer une culture de l'apprentissage dans l'entreprise. C'est-à-dire que être en entreprise, ça veut dire aussi se former régulièrement, se former sur des temps précis, que c'est normal, que tous les mois on a quelques jours de formation, ou que chaque semaine on a quelques jours de formation, parce que tout change tout le temps, très 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 vite. Et c'est vrai que c'est très facile de faire ça pour des cadres, avec des formations qui coûtent très très cher. C'est beaucoup plus dur de mettre ça en place pour des employés ou des ouvriers, qui ont des routines, avec des outils qu'ils utilisent mais qui ne changent pas beaucoup, et jusqu'au jour où ça change radicalement, et ils ne sont pas du tout prêts à ce changement, et malheureusement ils perdent leur emploi ou ils sont extrêmement fragilisés. Donc je crois que le gros enjeu en France est de développer cette culture de la formation tout au long de la vie. Alors c'est clair qu'il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites. Si je prends le côté des politiques publiques, le développement des comptes individuels de formation, leur création, le fait que chaque personne reçoit un compte avec des montants libellés en euros, c'est vraiment très important pour créer l'appétence et la prise de conscience qu'on peut se former. Alors oui,
on a fait beaucoup de formations en anglais ou de formations pour le permis de conduire, etc. Mais j'ai envie de dire, pour amorcer le système au départ, c'est pas très très grave. En tous les cas, je crois que le fait que ce compte individuel de formation ait été un grand succès est de nature à pouvoir créer l'amorce d'une culture de la formation. Mais il faut que les entreprises prennent le relais. Et pour ça, il faut lever des freins à la formation en entreprise. Lever des freins à la formation en entreprise, c'est lever d'abord le frein du temps. Et c'est ce que je disais. Créer des moments dans la semaine, dans la journée, ou dans le mois, ou dans l'année, où pour tout le monde, on a un temps prévu pour la formation, c'est vraiment essentiel. Parce que le premier frein qui est évoqué, à part le frein financier, mais qui pour le coup est en partie réglé par le compte individuel de formation, c'est le problème de la disponibilité du temps. Et le deuxième problème, c'est le problème de l'appétence. Même si on me donne du temps, pour certaines personnes, du fait, comme vous l'avez rappelé, de l'échec à l'école, pour certaines de ces personnes qui ne veulent pas retourner dans une salle de classe, j'ai peur de l'apprentissage, je ne veux pas me retrouver dans une situation d'échec. Et pour ça, je pense que la solution, c'est d'utiliser les nouveaux outils qu'on peut développer pour l'apprentissage. D'abord, valoriser ce que les gens savent. La VAE, c'est très très bien pour donner confiance aux gens sur un certain nombre de compétences qu'ils ont déjà acquises. Et d'autre part, maintenant, il y a des outils d'apprentissage grâce au numérique, grâce à la possibilité de faire des modules d'apprentissage beaucoup plus souples et flexibles, avec des nouvelles manières d'apprendre en utilisant les sciences cognitives, justement, qui permettent aux gens d'apprendre un peu plus simplement, un peu plus facilement, de manière un peu plus ludique, d'arriver finalement à rendre cet apprentissage appétissant. Oui. Alors, c'est ce que fait Madame Grandjean, c'est ce que fait, j'imagine, également tout le temps l'UIMM. Question, tiens, en complémentarité, Pierre Dubuc, sur le suivi des étudiants. Justement, Stéphane Castillo parlait de l'appétence, il y a aussi l'autre côté. Vous avez mentionné l'importance du suivi des services aux étudiants. Comment est-ce que vous vous organisez, vous, en tant que site, je disais, donc en ligne, de formateur, comment organisez-vous ce suivi pour assurer que chaque étudiant, quel que soit son âge et son parcours d'ailleurs, parce que c'est important, on le voit, eh bien, reçoive le soutien nécessaire pour réussir. Il y a des cases, vous cochez, comment ça se passe exactement? Il y a des sondages? C'est une très bonne question. Je rejoins tout à fait les propos de Stéphane sur la notion de temps et de disponibilité. Aujourd'hui, si vous êtes en entreprise, employé, vous allez faire de la formation avant tout si la formation est obligatoire sur temps de travail. Ça fonctionne bien parce que l'entreprise l'a intégré dans vraiment son plan managérial. Et les managers vont suivre. Maintenant, si la formation n'est pas vraiment obligatoire et plutôt hors temps de travail, c'est très compliqué. Et on voit que les taux de réussite de ce type de formation sont en fait assez faibles. Donc la notion de temps est importante. Et donc pour assurer le suivi, ça commence par fixer le cadre avec l'employeur et le manager. Est-ce qu'il va y avoir du temps attribué à cette formation? Comment je m'organise? C'est vrai que le numérique permet une grande flexibilité de commencer tout au long de l'année, de flexibiliser le calendrier, de le faire le mardi 1h, puis le vendredi, puis rien pendant 15 jours, et de reprendre. Donc il y a une individualisation qui est très bénéfique à titre professionnel et personnel. Mais ça ne suffit pas encore, et il faut assurer un suivi. Le suivi, on l'assure chez nous traditionnellement par ce qu'on appelle du mentorat, c'est-à-dire un expert ou une experte du domaine qui suit individuellement en vidéoconférence de façon flexible, là encore sur le calendrier, chaque semaine en général, donc qui est là à la fois comme expert technique sur les compétences dures et soft skills, mais aussi comme coach sportif, on dirait, motivationnel. Et puis à la fin des différents projets, je parle de projets là aussi parce qu'on est sur des mises en pratique où on a vraiment cet ascenseur entre la période en entreprise et la formation, et il faut que ça soit concret pour que ça soit motivant. Et pour que ça soit motivant jusqu'au bout, il faut qu'il y ait une carotte, il faut qu'il y ait un impact pour la personne. Donc la personne va généralement pas apprendre dans sa carrière juste pour le plaisir d'apprendre, ça peut arriver, mais la majorité attendent un impact de mobilité socio-professionnelle, c'est-à-dire être augmenté, avoir un meilleur job, se reconvertir, etc., etc. Et donc comment on peut connecter et rassurer la personne, voire même enlever au maximum la prise de risque et dire, voilà, si tu fais cette formation,
tu vas pouvoir avoir tel impact socio-économique. Oui. La clé est là, et là encore sur le lien direct entre éducation, formation et emploi, on a encore du travail à faire dans le système pour pouvoir diminuer ce risque d'être à la fin de ma formation et de dire « et maintenant, c'est quoi l'impact ?» Alors, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le CPF, donc l'importance du CPF, le compte personnel de formation qui permet aux salariés d'accéder à leurs droits à la formation. Les entrées en formation dans le cadre de ce CPF ont enregistré en 2023 une baisse de 28% par rapport à 2022. Pourquoi? Je vous pose la question, Carole Grandjean. Quelle est votre... Est-ce qu'il y a une réponse factuelle? Redites-moi, pardon. Eh bien, les entrées en formation dans le cadre du compte personnel de formation ont enregistré en 2023, donc l'année dernière, une baisse de près de 30%, 28% par rapport à 2022. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a une mobilisation de ces crédits CPF qui sont effectivement très orientés sur le permis de conduire, qui donc vient manger une grosse partie des crédits en question, en anglais. Et donc, on a un enjeu, au fond, de meilleure mobilisation de ce CPF sur des formations qui viennent professionnaliser et accompagner un projet professionnel. Et c'est un enjeu parce que, au-delà des grandes satisfactions qu'on a autour de ce CPF, qui pour moi est un très bel instrument, le fait de l'avoir monétisé en euros le rend plus accessible et plus concret pour de nombreux citoyens. Le fait est qu'aujourd'hui, on a 70% d'employés versus auparavant 70% de cadres qui mobilisaient leurs droits à formation. Donc c'est une transformation majeure, et 50% de femmes. Et quand on sait que les femmes sont plus souvent dans des métiers plus précaires, on voit à quel point c'est essentiel d'avoir donner un outil visible. Alors, il était tellement visible qu'il a été largement fraudé. Enfin, je vous passe les détails, mais donc on a travaillé sur comment est-ce qu'on régulait notamment ces fraudes et son utilisation par un travail assez ingrat, mais absolument nécessaire, de référencement de ceux qui pouvaient être mobilisés dans le cadre du CPF, et donc de dégager un certain nombre d'acteurs pas vertueux et qui pouvaient annoncer des offres qui étaient au fond loin de l'objectif initial du CPF. Et ce travail au fond de couturier, c'est le métier d'État qui m'inspire, mais d'orfèvre, qui effectivement fait qu'on régule par le détail les certifications qui sont éligibles à la mobilisation du CPF. C'était absolument essentiel. Et aujourd'hui, vous recevez peut-être des SMS vous invitant à mobiliser votre sécurité sociale ou j'en sais rien quoi, mais plus pour le CPF, et je vous remercie de le reconnaître. Mais c'était essentiel. Voilà. Et donc, ça donne le gage de confiance qu'on a dans le CPF, et c'est un instrument qui, du coup, peut être mobilisé à des fins de projet. Et c'est important parce que derrière, moi je rejoins complètement la ligne sur l'alternance tout au long de la vie, comment on la mobilise, comment on va chercher de manière beaucoup plus agile, dans le temps de travail, en dehors du temps de travail, par du présentiel, mais aussi par du e-learning. Comment est-ce que finalement on rend agile l'accès à la formation tout au long de la vie? Mais c'est aussi un enjeu financier. Et donc, évidemment, il faut pouvoir se le financer. Et désiloter. C'était un enjeu majeur de 2018, de désiloter et de permettre aux individus d'être en autonomie, responsables finalement de leur projet, et de ne pas être sclérosés, pardon de cette expression, mais à leur secteur d'activité, parce que trop longtemps, on passait par des systèmes qui vous finançaient selon votre OPCO, et donc dans votre propre secteur d'activité. Or là, l'individu est à l'initiative de son projet et peut financer, comme il le semble, avec autorisation ou pas de son employeur, selon des modalités peut-être de participation aujourd'hui, puisqu'on a cherché à justement remobiliser ce CPF autour du projet professionnel, et donc avec peut-être un abondement de l'employeur, mais au-delà de l'employeur, l'individu peut mobiliser ses fonds. Et c'était vraiment là essentiel, si je puis me permettre de rappeler cette philosophie-là. Bien sûr. Et c'est important parce qu'on a des grandes transitions, on l'a évoqué tout à l'heure, numériques, environnementales, démographiques. Et ces grandes transitions, elles vont évidemment engager des transitions professionnelles qui ne sont pas toujours dans le même secteur et qui ne sont pas toujours assez bien aujourd'hui préparées par les entreprises. Parce que c'est difficile pour une entreprise de dire que ce métier-là, dans 5 ans, n'existera plus, ou qu'on aura besoin d'engager des transitions professionnelles. Et c'est aujourd'hui, culturellement en France, encore pas au point assez mûr d'accompagner les salariés sur du moyen long terme et sur des reconversions professionnelles vers d'autres secteurs d'activité. Alors justement, avec toujours en filigrane, la fameuse mobilité sociale, je me tourne de nouveau vers vous, Jean-Pierre Fine. Est-ce que, bon, il y a des exemples de réussite, mais est-ce qu'il y a aussi des
des échecs en termes de mobilité sociale dont on doit tirer profit pour améliorer la machine. En gros, est-ce que l'ascenseur social est en panne aujourd'hui en France ? Alors, c'est deux grandes questions. Oui, malheureusement, on a quelquefois des échecs et c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi. On a, nous, mené une expérience, d'ailleurs, à l'époque avec le ministère du Travail, pour reconvertir sur des bassins d'emploi des gens qui venaient de l'automobile pour les emmener dans l'aéronautique. Vous voyez, c'est assez concret et assez pragmatique. Et pas avec des volumétries énormes et pas à 300 km d'écart, donc en local. Et il faut reconnaître que ça n'a pas été très brillant. Et pourtant, on avait mis en place des dispositifs d'accompagnement très précis. Alors, il s'agissait de quelques dizaines de personnes, donc il ne faut pas non plus le généraliser, mais pour tout dire, c'était dans le Poitou. Les lieux d'abandon d'emploi étaient à 30 km du lieu où se trouvait le nouvel emploi. On a eu des problèmes de mobilité, on le sait tous. Bon, même à 30 km, on a ces difficultés. On a eu des problèmes liés aux compétences. Ça, j'allais dire, on peut éventuellement le comprendre et ça peut se traiter, puisque, voilà, une proximité quand même si ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences. Et puis, on est tombé sur des problèmes culturels. Et ça, on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire, et on ne m'en voudra pas, je vais le caricaturer un peu, mais les gros doigts en blouse bleue qui déboulent sur les petites mains en blouse blanche, il y a eu un problème véritablement culturel d'acceptation. Alors, je l'exagère un tout petit peu, mais pas vraiment. Et quand vous cumulez les effets, eh ben vous allez malheureusement quelquefois d'échec en échec. On est loin de nos problèmes de compétences, là. On est sur d'autres enjeux qui sont liés à... Mais c'est surmontable. Alors, tout est surmontable. On a essayé de tirer des enseignements. Évidemment que ça passe par de l'accompagnement à beaucoup d'étages. D'abord dans l'entreprise, elle doit prendre ses responsabilités, celle qui libère des gens, quelle que soit la raison, celle qui les accueille. C'est de l'accompagnement aussi extérieur, de la formation, voilà. Et puis c'est de l'accompagnement social, parce que y a des situations, je ne vais pas vous les décrire, vous les connaissez aussi bien que moi, qui sont liées à l'immobilier ou à d'autres, ou à la garde d'enfants, ou à tout ce qu'on connaît bien. Mais pour dire que pour réunir tout ça en un même moment, c'est pas si simple. Je prends souvent, quelquefois, les chefs d'entreprise doivent connaître ces sujets-là, le prêt de main-d'œuvre. Le prêt de main-d'œuvre qui consiste à donner la possibilité à quelqu'un salarié qui est dans une entreprise d'aller travailler dans une autre parce qu'il y a du boulot dans l'autre, mais de façon très provisoire et ponctuelle. Mine de rien, il faut que ça soit au même endroit, sur les mêmes compétences. Enfin, et c'est pas simple de réunir tout ça au même moment, quoi. Donc la mobilité sociale, je prends des exemples, n'est pas si évidente que ça. Tout est soluble, mais parlons clair, c'est du sur-mesure, quoi. Alors justement, dernières interventions avant de passer la parole à la salle pour une ou deux questions. Stéphane Carcio, dans la droite ligne de ce que dit Jean-Pierre Fine, comment favoriser aujourd'hui l'innovation en matière de formation et d'intégration des jeunes dans l'entreprise ? Est-ce qu'il y a une recette miracle ? Il n'y a pas de recette miracle, mais en revanche, je pense qu'il faut un tout petit peu décloisonner les choses et il faut laisser l'innovation aussi venir de la base et des entreprises. Je crois qu'il y a une question de méthode, d'abord. L'État peut très bien favoriser ces innovations, les encourager, en offrant des aides, des accompagnements, des subventions parfois. Mais la seule condition, la seule règle, c'est d'évaluer. C'est-à-dire vraiment se poser la question de la valeur ajoutée de ces formations par rapport au statu quo, par rapport au dispositif qu'on connaît. Une étude d'impact, en quelque sorte. Une étude d'impact, c'est absolument essentiel. Alors, aux États-Unis, c'est un pays que je connais bien aussi, il y a des fonds d'innovation, y compris dans le domaine social, où on prévoit des sommes importantes et on fait des appels à projets. Ces appels à projets ont plusieurs tailles. Ça peut être des tout petits projets localisés, ou alors ça peut être ce qu'on appelle des démonstrations. C'est-à-dire, on sait qu'un programme a très bien marché à Philadelphie, et on va se demander comment et dans quelles conditions le mettre en œuvre dans toutes les villes américaines. Ça s'appelle une démonstration pour changer d'échelle. Parce qu'évidemment, on sait très bien qu'on peut être très efficace petit, et puis le jour où on se met à faire grand, c'est plus du tout la même logique qui prévaut, les moyens sont plus là, ça
part en vrille, quoi. Et donc, il y a les démonstrations avant de financer des programmes plus grands. Et donc, ce sont des stratégies par étapes qui, finalement, génèrent beaucoup d'innovation au niveau local, dans le domaine social, y compris la formation. Ensuite, sélectionnent des projets qui sont intéressants et essaient de monter en gamme, toujours avec une évaluation. Et ensuite, des financements ou des aides qui sont pour des durées qui sont toujours limitées, avec des points de rendez-vous à 5 ou 10 ans, qui consistent à faire le point à un moment donné. Si on prend par exemple les Job Corps aux États-Unis, pour les jeunes qui ont raté la marche de l'école et qui ne sont pas prêts à rentrer dans un collège ou dans un apprentissage, bon, aux États-Unis, l'apprentissage, ça n'existe pas trop dans cette forme-là, mais en tout cas, c'est la même logique. Le Job Corps, c'est un programme financé avec des milliards de dollars au niveau fédéral. C'est évalué tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des évaluations obligatoires tous les 10 ans. Et c'est super important pour comprendre ce qui marche, parce qu'il y a des job corps qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Et on essaie de comprendre pourquoi certains fonctionnent mieux que d'autres. Et l'évaluation, c'est aussi pour essayer d'améliorer encore le système. Et donc, d'année en année, on essaie de regarder les données et de savoir quelle méthode fonctionne mieux. Est-ce que c'est parce qu'on a plus de moyens humains? Est-ce que c'est parce qu'on a des méthodes d'enseignement différentes? Est-ce que c'est parce qu'on a un management différent avec un suivi des performances différents? Et on continue à apprendre. Donc, je pense que pour faire émerger cette innovation, il faut vraiment avoir une stratégie d'évaluation avec des appels à projets réguliers et un retour sur expérience avec des évaluations scientifiques. Et c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Très rapidement, Madame Grandjean, et je terminerai avec... Je voulais juste dire que ces dernières années, c'était quand même très poussé, cette méthode-là, avec le plan d'investissement dans les compétences, France 2030, avec toute une partie d'investissement sur toute la partie compétences, mais je pense aussi à l'APEC, qui lance des projets d'innovation sociale. Donc on a vraiment cette dynamique-là qui est en train de s'installer et qui doit d'ailleurs maintenant faire l'objet de toutes les évaluations qui nous permettent d'étendre ou pas certains dispositifs qui sont lancés dans le cadre de ces... ou qui ont été lancés ou qui sont lancés dans le cadre de ces différents dispositifs. Pierre Dubuc, même question qu'à Stéphane Carcio. Comment vous favorisez, vous, l'innovation dans la formation? Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises? Vous vous adaptez à la demande des entreprises, concrètement, rapidement? Oui, en ce moment, il y a un gros sujet qui est l'arrivée de l'intelligence artificielle à la fois comme sujet de compétences sur lequel former, comment utiliser l'IA sur tous les métiers et les compétences, mais aussi comme usage de l'IA dans la formation elle-même. Donc, par exemple, on a implémenté ce qu'on appelle un compagnon IA, c'est-à-dire un chatbot, une sorte de chat GPT, tout au long de la formation, où on peut poser ses questions 24/7, le former. Il peut commencer à être proactif, à vous poser des questions, vous faire réfléchir, vous réengager, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, on commence à faire des tests de ce type-là, en vidéo, en asynchrone, en synchrone, enfin ça va très très loin. Donc maintenant on peut voir des vidéos où je parle en japonais et vous avez l'impression que c'est moi, mais je parle pas du tout japonais. La technologie elle arrive quand même très très vite et on est déjà pas loin de faire quelque chose de très très crédible et de plutôt très bon sur le contenu par ailleurs. Donc il y a beaucoup d'innovations sur la façon dont on délivre, je pense, l'enseignement et l'éducation, mais aussi la cible elle-même, les compétences elles-mêmes. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Je rappelle qu'il y a un moment de convivialité après, où vous allez pouvoir discuter. Mais est-ce qu'il y a une question? Alors, madame, on va vous apporter, je ne vous vois pas, pardon, on va vous apporter le micro tout en haut de la salle. Et allez-y, oui, parce que l'acoustique est assez correcte. Oui. Madame Alliade, déléguée régionale d'une association, les entretiens d'excellence. J'étais invitée par l'Institut d'entreprise. Moi, ma question, je n'ai pas pu venir avant, mais en fait, moi, je viens de l'éducation nationale, puisque je suis prof à la retraite, je suis bénévole maintenant, et je me dis, vous parlez des enfants. Moi, je pense que vraiment, là, je vois au niveau des stages que les professeurs en lycée pro doivent mettre en place avec leurs élèves. Est-ce que ce n'est pas un moyen, peut-être, que dans tous les stages qu'on met en place 2 secondes, maintenant, obligatoire, plus les stages professionnels dont les élèves apprécient le système, je suis peut-être hors sujet, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'y associer des mentors d'entreprise pour que, justement, pour les métiers en fonction, les métiers de demain, vous parlez de l'IA, la cybersécurité, le numérique, mais aussi l'hôtellerie, on a beaucoup de métiers en tension, parce que madame, vous parlez le vieillissement de la population, tous les métiers du care, tous les métiers qui portent maintenant sur... Enfin, tous les métiers, on a besoin de compétences, mais pas forcément des compétences à bac plus 10. Moi, je crois que vraiment, il faudrait rapprocher un peu plus
l'éducation nationale des entreprises par des petits projets à l'échelle du territoire. Voilà, nous on travaille là-dessus, mais c'est vrai qu'on est tous dans en silo. Je pense qu'en France, on a un problème. Il y a plusieurs associations qui travaillent sur la formation, sur l'éducation. On n'arrive pas à créer une synergie. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et en termes de mentoring, vous avez un grand responsable étudiant qui est dans la salle. Je vous le présenterai tout à l'heure. Je crois que vous pouvez échanger. Alors, qui souhaite répondre? Oui, Carole Grandjean. Alors, un collectif d'associations de mentorat a été constitué et soutenu par l'État de manière à ce qu'il puisse vraiment s'organiser à l'échelle des territoires. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est que sur chaque territoire, les lycées pro, il y en a 2100, ils sont aussi bien à JV qu'à Paris. Et donc, un jeune qui est en lycée professionnel, quel que soit son lycée, doit pouvoir accéder au dispositif. C'est une question d'égalité des chances, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, l'enjeu avec ces collectifs de mentorat, qui sont souvent bénévoles, c'est d'organiser justement cette couverture territoriale. C'était là un des enjeux que j'ai portés. Et qui est en train effectivement d'organiser, notamment avec les lycées professionnels, puisqu'on sait que c'est des jeunes souvent issus de milieux sociaux plus populaires, avec pas toujours le même réseau, de pouvoir les accompagner dans un dispositif de mentorat sur tous les territoires pour qu'ils puissent aussi se donner la place à ce conseil de bon augure au bon moment quand j'en ai besoin, quand je fais une candidature, mais aussi à cette ambition, parce que souvent ils ont toutes les qualités pour être ambitieux, mais ils ont besoin de rassurance parce que l'environnement familial ne leur envoie pas toujours ces signaux-là. Et donc on a vraiment besoin de les accompagner aussi sur leur place dans l'entreprise, le bon comportement et le comment est-ce qu'ils réussissent cette expérience-là, parce que c'est pas toujours évident pour des jeunes. Et je rappelle qu'ils sont très jeunes, ils sont au lycée, ils sont mineurs le plus souvent. Et donc en fait, bien sûr, ça fait partie de la réforme des lycées professionnels que d'accompagner ces réseaux de mentorat partout en France pour qu'ils accompagnent tous les lycées professionnels de France dans cette démarche. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci pour ce débat.